Alors, nous allons regarder un peu l'analyse asymptotique. Donc, on va regarder la loi des grands nombres, on va regarder le théorème de Slotsky, on va regarder le théorème central limite pour pouvoir l'appliquer un peu à la convergence du bêta chapeau. Donc, le bêta qu'on obtient donc, dans la régression du modèle linéaire. Donc, on va voir, on va étudier ses propriétés donc, en s'inspirant donc de la loi des grands nombres, du théorème de Slotsky et du théorème central limite. Quelque chose que vous savez déjà, en tout cas pour la plupart. Mais le professeur m'avait dit qu'il y a quand même quelques-uns qui n'avaient pas suivi le cours Éco 1600 avec lui. Donc, certainement, au départ, comme l'année dernière, ils avaient du mal à prendre l'élan, vu que sa manière d'enseigner était totalement un peu différente, ou bien c'était un peu plus lourd, c'était mathématique. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous présenter un peu cette première partie qui concerne donc la convergence ou la version asymptotique donc de paramètres bêta chapeau. D'accord? Donc, c'est pas compliqué. Je vais donner les intuitions, ensuite je vais vous donner les formules que vous devez quand même mémoriser. Bon, je ne sais pas, avec l'examen en ligne, je ne sais pas si vous auriez à mémoriser ça, mais ce qui est sûr, pendant l'examen, vous n'aurez pas le temps de pouvoir chercher c'est quoi, quelle formule il faut l'utiliser si vous le connaissez. Si vous ne la connaissez pas d'avance, ça vous sera difficile de pouvoir aller chercher dans votre cours la formule appropriée pour l'utiliser. Ce qui est sûr, il faut avoir une idée au moins. D'accord, c'est parfait. Alors, donc, c'est quoi la loi des grands nombres? Je pense que j'aime donner toujours cet exemple-là, euh, qui consiste en fait à dire que, en général, la moyenne converge vers l'espérance. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Desjardins, euh, donc je vais expliquer le concept et puis on va regarder donc la version mathématique. Suppose que Desjardins veut, veut mettre donc un certain montant dans donc, le guichet automatique qui est à la sortie Sainte-Catherine, donc du, du bloc R. Donc, il veut mettre quand même les billets là-dedans, dans ce guichet automatique. Et il n'a pas, ou alors le directeur des opérations n'a pas une idée de combien mettre. Okay, la question qui peut se poser, c'est que euh, combien on espère que une personne peut retirer euh, par jour. Okay? Quelle est l'espérance mathématique liée au retrait? Okay? Donc, déjà par le passé, on peut regarder donc l'espérance mathématique. On sait comment on calcule l'espérance mathématique. On connaît la manière dont les individus fonctionnent. On peut calculer l'espérance mathématique donc de la loi de probabilité qui est le retrait donc de l'argent des comptes. Okay. Ça, c'est pour un individu lambda. Mais ce qu'il y a, c'est que suppose que ce sont les étudiants seulement qui peuvent retirer donc à ce, dans ce compte. Et la question c'est de savoir okay, combien je vais mettre alors. Okay. Donc la loi des grands nombres dit que okay, quand il y a plus de personnes, ou bien quand le nombre de personnes augmente, il y a une compensation, okay, que les pertes se compensent par les gains. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas du tout retirer, et il y a d'autres qui vont retirer beaucoup plus qu'il n'en faut. Enfin, il y a qui vont retirer beaucoup plus que l'espérance qu'on s'était faite. Il y en a qui vont retirer moins que l'espérance qu'on s'est faite, mais qu'en moyenne, tout va se compenser. C'est-à-dire que finalement, la moyenne qui sera retirée serait donc l'espérance. C'est vraiment de là que ça vient. Quand on dit que l'espérance ou bien la moyenne, parce que ça, on prend ZT comme étant des variables aléatoires, donc allons dans la définition. ZT, ce sont des variables aléatoires qui doivent suivre des propriétés données. Elles doivent être indépendantes et identiquement distribuées. Donc, indépendantes dans le sens qu'il n'y a pas de corrélation, donc il n'y a aucun... parmi les étudiants, par exemple, ces étudiants-là ne font pas tous partie de la même famille ou bien n'ont pas un seul compte.
joints, de sorte que quand quelqu'un retire, tout le monde va retirer. Ou bien, bon, il n'y a aucun lien entre le retrait de tous les étudiants. Donc ça, c'est l'indépendance. Et quand on dit identiquement distribué, c'est que tous ont les mêmes caractéristiques. Okay? C'est pour ça que vous allez voir que en matière d'assurance, on va classer en fait les assurés par catégorie. C'est-à-dire les gens qui ont les mêmes comportements, on les met dans les mêmes groupes pour pouvoir leur appliquer la loi des grands nombres, dans ce sens que on va leur imposer une prime qui va être de telle sorte que les montants, les hauts risques vont compenser les risques les moindres. Voilà. Et donc, c'est ça aussi, donc, la distribution identique. OK. Attends, je vais mettre tout le monde sur mute. Si vous voulez parler, vous pouvez enlever donc, le mute. OK. Voilà, donc, les lois doivent être indépendantes et identiquement distribuées. OK? Donc, ça, c'est la première des choses. Et quand quand c'est indépendant, identiquement distribué, et qu'on a donc l'espérance, donc mu ou bien u, qui est l'espérance donc dont j'avais parlé tantôt. Donc l'idée qu'on se fait, l'espérance qu'on se fait. Donc quand on espère quelque chose, on peut compter sur ça en supposant effectivement que voilà, on peut savoir que la moyenne, donc ça c'est une moyenne, la somme de tous les retraits divisé par le nombre total des retraits. Donc ça donne la moyenne totale, la moyenne qui va être approximé ou bien converge vers donc l'espérance. Donc, on ne se trompera pas si on veut mettre le montant qu'on veut mettre donc dans la caisse doit être simplement mu fois grand T. C'est-à-dire que la somme des ZT qui est le montant total des retraits serait égal à grand T fois mu. Est-ce que c'est clair pour c'est ça? Je suppose qu'on espère qu'une personne retire en moyenne, en espérance, je ne sais pas, $50 par jour. Donc, s'il y a 1000 étudiants, on va juste mettre 50 000 dollars dans le guichet automatique, pas plus, bien, pas moins non plus, pour des raisons économiques. Ce n'est pas bon non plus de thésauriser ou bien de mettre de l'argent qui n'est pas en mouvement. Ce n'est pas non plus de mettre moins, parce que quand vous mettez moins et que les gens ont besoin, ils ne pourront pas avoir accès. Donc, c'est là, il y a un problème en fait. Donc, les banques ne veulent pas mettre beaucoup d'argent dans le compte sans être impliquées donc, dans des activités. En même temps aussi, il ne faudrait pas qu'il y en ait moins. Donc, c'est là la question donc, de la loi des grands nombres. Quelle quantité on pourrait mettre pour garantir que ça ne poserait pas de problème? Donc, c'est là que la loi des grands nombres intervient essentiellement. Parce que ça vient quand même pour leur garantir que si vous mettez grand T fois l'espérance, ça vous suffira. OK? Parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur la loi des grands nombres? Donc, en résumé, la moyenne converge vers l'espérance. C'est ce qu'on peut retenir. Oui, je vois que Thierry a levé la main. Oui. Thierry, vas-y. Merci bien. Pour revenir sur l'exemple que vous avez pris à partir du distributeur automatique, Ouais. pour, euh, pour matérialiser cela, est-ce qu'il faudrait, parce que je suppose par exemple que c'est un nouveau guichet automatique qu'on veut installer, comment est-ce les données, on les prend où? On les prend, est-ce qu'on va tenir compte des données des autres guichets automatiques ou Ouais. alors, c'est ça? En fait, les données sont liées juste à ça. Donc, la question maintenant, c'est le retrait. Okay? Le retrait donc des guichets. La question qu'on se pose, quelle est l'espérance qu'on a de retrait? Donc, l'espérance, cette espérance mathématique vient du fait qu'il y a une historique qui est liée à ce genre de choses. D'habitude, voilà l'espérance. Okay? Donc, c'est une loi qu'on a. Bon, elle peut ne pas être très théorique, mais on peut l'avoir estimée à partir donc, des observations passées. Donc, sur les individus. Okay? Donc, on se dit, OK,
bon, en général, les étudiants, ils retirent moins ou bien ils retirent plus. En général, voici ce qu'ils ils retirent en moyenne ou bien en espérance. Donc, on peut se baser sur ces informations-là D'accord. voir. D'accord. Merci bien. Monsieur, est-ce que j'aimerais savoir si la séance est enregistrée aussi? Oh, oui, c'est enregistré. Merci. Je vais vous l'envoyer sur YouTube. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer donc à la deuxième notion. Donc, celle-là nous sera utile. Hein? Elle nous sera utile vraiment pour bêta chapeau. Souvenez-vous bien de ça. La moyenne converge vers l'espérance. Point. Alors, le théorème central limite. Théorème central limite. Okay. C'est pour déterminer donc la convergence en loi. Donc, vers quelle loi une variable aléatoire converge. Okay. Résumé simplement, voilà ce qui est formidable avec donc, le théorème central limite, c'est que voici ce qu'elle dit. Ou, bon, de manière plus simple, c'est que la moyenne de toute variable aléatoire indépendamment identiquement distribuée converge vers une loi normale. C'est-à-dire qu'on peut toujours approximer la moyenne d'une variable aléatoire par une loi normale. C'est-à-dire, quelle qu'en soit la variable, peu importe la loi qu'elle suit, on peut toujours la faire tendre vers une loi normale. C'est-à-dire que quand le nombre d'observations augmente, donc la somme, bon, la somme, quand je parle de la somme, je parle de la moyenne en même temps parce qu'il suffit de multiplier par un cité. Donc, la différence entre la somme et puis la moyenne, c'est juste ça. Donc, la somme converge vers une loi normale. Peu importe la loi que suit ZT. Que ZT soit une loi de Poisson, que ce soit une loi binomiale, que ce soit une loi euh, de, de, de Fischer, peu importe la loi, on peut toujours supposer que la somme converge vers une loi normale. Okay, il y a deux personnes qui ont levé la main. Oui, excusez-moi. Dans Oui. l'explication, vous écrivez que sigma est inférieur à l'infini. Vous entendez quoi par là? Ici, ok, c'est pour dire que c'est fini. Mais sigma, c'est une matrice. Ce sigma, bon, ici, bon, ça peut être une matrice comme en même temps, comme un réel. Okay? Ça dépend ça dépend donc de quel contexte dans lequel on se trouve. Ouais. Ici, on a supposé ZT comme écart, oui. Si on suppose que c'est un vecteur, donc sigma, c'est une matrice, oui. Donc c'est une matrice qui est composée que des réels, quoi. Parce qu'il ne faut pas que ce soit infini. Il faut que ce soit inversable. Il faut qu'on puisse inverser donc cette matrice-là. Donc il faut que sigma soit inversible pour Oui. le théorème central limite. Oh, oui, il ne faut pas que ça tende vers l'infini. Okay. Parce que si c'est l'infini, ça risque d'exploser en fait. Il ne faut pas qu'il y ait un nombre infini là-dedans. En d'autres termes, il ne faut pas que dans l'une de ces variables, la variance explose en fait pour une des variables en fait qui constitue le ZT. Sigma, c'est la matrice de variance-covariance. Donc, la variance ne doit pas exploser. Ok, merci. Bienvenue. Ok. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le concept. Donc, la somme converge toujours vers une loi normale. Peu importe la loi que vous avez, vous pouvez toujours donc, la faire tendre. Ou alors, vous pouvez toujours conclure que, ok, vu que j'ai une observation assez grande, ou bien un nombre d'observations assez grand, alors je peux dire que ma variable converge vers une loi normale. C'est ce qui fait que souvent, en économétrie, on va toujours exiger qu'il y ait un nombre d'observations supérieur ou égal à 30 parce qu'on suppose que statistiquement, 30, c'est déjà infini. Voilà, 30, on est déjà vers l'infini. Donc, si on est déjà vers l'infini, c'est qu'on peut toujours approximer donc, ces quantités-là vers une loi normale. Alors, si on peut l'approximer vers une loi normale, c'est qu'on peut utiliser la statistique de Student. Ça vous dit déjà quelque chose. Donc, c'est la raison pour laquelle
Donc, les modèles que vous allez régresser donc, dans les logiciels où on vous donne les statistiques, où on voit la significativité et tout ça de student, c'est simplement parce que on a fait donc approximer donc, cette quantité qui va se retrouver donc, dans bêta chapeau, on l'a fait approximer à une loi normale. Donc, si bêta chapeau suit une loi normale, donc bêta chapeau carré, en tout cas, quand on va faire la manipulation plus loin, ça va suivre une loi de student. Donc, on peut utiliser la statistique, les tables de statistiques de student pour voir la significativité qui sont déjà incorporées dans les logiciels en mettant les plus-values là-dessus. Okay. Donc, le théorème central limite est vraiment important. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, on suppose ça. Okay. On suppose que chaque ZT est indépendant et identiquement distribué. Donc, de manière plus précise, c'est que la moyenne centrée, okay? La moyenne centrée réduite converge vers la normale centrée réduite. Bon, vous pouvez, il y en a qui mettent sigma en bas quelque part ici pour dire qu'on divise par sigma, on multiplie par sigma moins 1. Mais ça, c'est pour dire que ça, c'est la moyenne des ZT. Vous centrez, c'est-à-dire que vous soustrayez donc la moyenne de chaque élément. Okay? La somme converge vers donc, la loi normale de moyenne 0 et de variance sigma. Bien sûr, si vous enlevez ici, okay, si vous enlevez ce mu et que vous mettez juste la somme des ZT, il y a le mu qui va se retrouver donc ici. Okay. Bon, la démonstration, elle est quand même assez... Elle est, comment démontrer le théorème central linéaire? Je n'ai pas voulu présenter ça parce que bon, c'est pas ça le... C'est pas le but ici, parce qu'on est dans un rappel. Mais il faut vraiment maintenir cette formule-là en tête. 1 sur racine de t, somme t allant de 1 à t ou bien bon, 0 à t, ça dépend du nombre d'observations. Donc, de zt moins mu, ça converge vers, bon, ici, n'oubliez pas, c'est en loi. Ça converge en loi. Ça converge en loi vers la loi normale 0 sigma. Ici, c'est une convergence en probabilité. C'est en probabilité. OK. J'espère que c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui ont des questions là-dessus? Il n'y en a pas? OK, c'est parfait. Alors, le troisième théorème qui est encore très important, c'est le théorème de Slotsky. Aujourd'hui, c'est quoi le théorème de Slotsky? Ben, Slotsky, c'est nous permet juste de faire les choses que vous trouvez les plus simples, ou bien les plus très faciles. OK? C'est-à-dire les choses sur lesquelles vous ne réfléchirez même pas avant de pouvoir le faire. Mais ça ne saute pas à l'œil comme ça. Slotsky va nous faciliter la vie en disant qu'on peut les faire. Okay. Donc, c'est quoi ces choses-là? C'est juste que il dit que si vous avez une variable aléatoire qui converge en probabilité vers une autre variable et que vous avez une autre variable aléatoire qui converge vers une variable, alors si vous multipliez ces deux variables, ben, leur produit va converger vers le produit des deux, ou que leur somme va converger vers la somme des deux, ou que leur soustraction va converger vers la soustraction des deux, ou que leur division va converger vers la division des deux. C'est des choses que ben, on trouve vraiment très banales. Okay? Je suis sûr que quelqu'un se pose la question, mais pourquoi encore un théorème pour pouvoir montrer ça? Si ça converge vers ça, ça converge vers ça, ben, le produit va converger vers le produit. OK? C'est pas aussi évident que ça. D'accord? C'est pas aussi évident que ça. Il a dû le prouver. Ou alors, de manière générale, le théorème de Slotsky dit simplement que si vous avez une variable aléatoire qui converge vers une autre variable, alors si vous prenez une fonction g qui est continue, alors g de a de t va converger vers g de a. C'est-à-dire que vous composez la fonction avec cette variable, ça va aller avec la composition donc, de l'autre variable aussi. Autrement dit, quelle qu'en soit la manipulation que vous pouvez faire sur cette variable, vous pouvez l'élever au carré. Ici aussi, il va s'élever au carré. Vous pouvez prendre la racine carrée. La racine carrée peut venir encore aussi sur sa limite. Okay. Est-ce que ça fait du sens?
OK. Alors ici, ça c'est des réels, des fonctions des variables réelles. Ici, c'est des matrices. OK. Ça marche aussi pour les matrices. Donc, c'est pour juste dire que euh, les choses que vous trouvez normales, donc, vous pouvez les faire en disant simplement que en utilisant Slotsky, je peux faire ceci. Okay, là, on sait que, OK, vous comprenez que ce n'est pas quelque chose qui crève l'œil, mais c'est quelque chose qui a été prouvé par Slotsky, donc ça vous permet de pouvoir l'utiliser, okay, sans qu'on vous demande des comptes rendus. OK, parfait. Mais si vous mettez à le faire sans en prendre connaissance, ben, ça pourrait être comme une erreur que vous commettez. Ou parfois même, ça peut arriver que vous ne sachiez pas exactement que ça ne peut pas se faire. Suppose qu'on n'a pas de fonctions continues. Donc, les fonctions en partie entière, par exemple. Donc, si vous l'appliquez, ça ne marche pas. Donc, si la variable x converge vers a, la partie entière de x ne va pas converger vers la partie entière de a. OK? Bon, c'est vrai que, bon, en économétrie, donc de la finance, vous n'aurez pas utilisé les fonctions en partie entière. Bon, ça ne sera d'aucune utilité. Mais, pour un mathématicien, ça, ceci est vraiment important. Donc, pour vous, retenez simplement que vous pouvez faire toutes les manipulations sur les variables ou bien sur les matrices, ok, dans le dos, ou bien dans le compte donc de Slotsky. Parfait. Donc, bon, c'est toujours la même chose ici. Donc, on prend AT qui converge vers A, BT qui converge vers B, on prend l'inverse de ceci, ça va converger vers l'inverse de ça, et on le multiplie par ceci, donc ça va converger vers le produit donc des deux limites. Ok. Et aussi, donc, ça c'est le produit. Là, on prend aussi un vecteur. Okay? Ça, c'est le produit de deux matrices. Là, on prend un vecteur. Donc, si une matrice converge vers une matrice et qu'un vecteur converge vers euh, un, autre, un autre vecteur qui suit la normale, alors on peut multiplier donc, la matrice avec le vecteur comme on sait le faire. Donc, le produit de la matrice avec le vecteur va converger aussi vers donc, les limites qui sont les matrices et le vecteur de ces deux éléments respectifs. OK? Il n'y a rien d'extraordinaire. Et pareillement aussi, si donc, la matrice converge vers une matrice connue, le vecteur converge vers un vecteur qui suit la normale, alors vous pouvez prendre l'inverse de ça, multiplier par ça, et puis ça va converger vers donc l'inverse de ça, multiplié par donc cette loi-là. OK? Il n'y a rien de, il y a rien de, il y a rien de, d'extraordinaire du point de vue conceptuel. Okay. Mais peut-être pas au niveau de la démonstration. Okay, donc, c'est aussi évident. Voilà, je rappelle aussi que la variance donc, de A fois X, ça fait AX A'. Ceux qui se souviennent, donc, on avait appris à calculer la variance d'une matrice fois une autre, fois un vecteur. Ok, ça c'est une variable aléatoire X. Je peux le supposer que c'est X. Alors, si je multiplie A fois X et que je vais chercher sa variance, ça va me faire cette matrice fois X fois cette matrice prime. C'est pour ça que ceci est égal à ça. Donc, A moins 1 fois la variance de ça. Sa variance est sigma fois donc ceci prime. Souvenez-vous bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce niveau? Sinon, je peux réexpliquer encore davantage. C'est bon? OK. C'est parfait. Alors, le,
point suivant, c'est toujours pareil. Donc, on peut toujours multiplier. Mais pourquoi est-ce qu'on étale tous ces points-là? Parce que ça sera utile. C'est des points qu'on va utiliser directement quand on va essayer de trouver donc, la loi asymptotique de bêta chapeau. Vous voyez? Parce que dans la loi asymptotique de bêta chapeau, on va devoir utiliser les lois normales qui vont se multiplier entre elles et ainsi de suite. Donc ici aussi, on nous dit que si on a une matrice qui converge vers donc, un sigma moins demi, peu importe le nom qu'on a mis dessus, ça importe peu, et qu'un vecteur qui converge vers une loi normale, ou bien qui suit une loi normale, pas forcément une convergence, mais suit une loi normale, alors on peut multiplier les deux. Okay. Et ça va suivre une loi normale, ça va converger vers une loi normale. Okay. Ce sigma moins demi va rentrer là-dedans. Okay. S'il rentre, pour qu'il rentre, va devenir donc ceci fois ceci prime. Okay. Donc ça fait une identité. Ok, c'est parfait. Je rappelle juste que si c'était un réel, suppose que c'était des réels. Ça, c'était un réel, ça, c'était un réel. S'il entre, il devient carré. Okay. La variance d'un réel multiplié par, suppose que x est une variable aléatoire réelle, a fois x. Allez, je vais faire ça. Donc, si x est une variable aléatoire qui suit une loi normale, oups, suppose 0, 0, 2. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand vous multipliez, quand vous faites A fois X, sa variance, ça va donner combien? Ça donne combien? Hmm? 4A au carré. Ça, c'est le 2 d'abord, c'est quoi? C'est le sigma. Ah, ok. Je pensais que c'était le sigma. Ok. Donc, ça sera 2A carré. Parfait. Ok. Ça marche. Donc, vous avez totalement raison. Parfois, il y en a qui mettent ça sigma. Parfois, il y en a qui mettent le sigma carré donc, dans la parenthèse. Donc, l'essentiel, c'est que le A sera au carré. Okay. Donc, ça va faire normalement 2A carré. Mais en général, c'est le sigma carré qu'on met ici. Donc, ça va faire 2A carré. Mais si c'était une matrice, suppose qu'on avait une matrice, donc j'avais un Y qui suivait donc la loi normale 0. Et puis, je vais supposer une matrice. Sigma. Alors, quand je vais multiplier A fois Y, donc on va noter matrice de variance, covariance. Donc, ce que je disais tantôt, c'est serait A fois sigma fois A prime. Voilà. En fait, c'est ça, parce que si vous supposez que les A sont réels, par exemple, donc ça va faire, suppose que A, c'est lui qui est, c'est un réel, 2. Donc, ça va faire 2 fois sigma. Et puis, le A', c'est 2 aussi, donc ça fait 4. Donc, ça fait le carré. Donc, quand c'est des réels, ça fait le carré, mais quand c'est une matrice, c'est plutôt A fois ça fois le prime. Okay, n'oubliez pas.
N'oublie pas vraiment. Parfait. Donc, revenons à ce qu'on a. Alors, donc on va appliquer un peu donc ces trois principes-là pour l'analyse donc l'analyse asymptotique donc de bêta chapeau. Ok. Donc bêta chapeau, on avait trouvé ça. Donc j'attire votre attention ici. Déjà, le YT ici qu'on a mis ici, c'est une ligne. Hein? C'est une ligne. C'est pas le modèle sous forme matricielle. Donc ça c'est une ligne. Ok, une date donnée. Donc c'est xt va renfermer comme tous les vecteurs ou bien toutes les variables explicatives à une date donnée. OK? Alors, donc, bêta chapeau, ça, vous l'avez déjà démontré, c'est x prime, donc grand X prime moins 1 fois grand X prime Y, ou encore la somme de t allant de 1 à grand T, xt moins 1, OK? Somme de xt, yt. C'est quelque chose que vous savez déjà. OK? Donc, ce bêta chapeau, c'est comme ça on l'obtient donc en, minimisant donc l'erreur quadratique ou en... Ouais, c'est la seule manière de trouver le bêta chapeau, la minimisation de l'erreur quadratique. C'est ça. Ou la maximisation de R carré, quoi. Le R carré. Voilà. OK. Donc, ici, on commence par faire quand même certaines hypothèses. OK. On suppose toujours que nos variables qu'on a donc dans la modélisation ne sont pas corrélées. Donc, quand il y a une corrélation entre les variables, ce n'est plus intéressant. Et donc, on nous donne aussi l'espérance de xt', donc la matrice de variance-covariance de x. OK? Espérance de xt'. Je sais que vous... c'est quoi la variance? La variance, ça fait... Bon, ceci, c'est la matrice de variance-covariance. Quand vous voyez l'espérance de xt', c'est la matrice de variance-covariance. OK? Et ça, c'est la première hypothèse. Et puis, la deuxième hypothèse, c'est que les erreurs sont indépendantes donc ou alors que la matrice X est exogène. Donc, il y a une indépendance entre les erreurs et X, ou l'espérance de X, sachant X aussi est égal à 0. Donc, il y a deux informations qui sont ici. Une première, c'est qu'il y a une indépendance entre celle-là et celle-ci. Et la deuxième, c'est que l'espérance donc de epsilon est nulle. Okay. Les erreurs se compensent. Donc, ce sont les deux informations qui sont dans cette formule-là. Il y a l'indépendance entre epsilon et x et le fait que les erreurs se compensent. Parfait. Et on suppose aussi que epsilon suit une loi, okay, une loi qui est indépendante et identiquement distribuée. Les erreurs ne sont pas corrélées. On va voir plus tard, donc, dans le cas, peut-être que la semaine prochaine, dans le cas où, quand on va lever cette hypothèse-là, il faut que vous sachiez comment faire les calculs aussi. En fait, la session se résume un peu dans ces genres de calculs où le epsilon est totalement identiquement distribué. Et puis, il va vous demander de trouver le bêta chapeau, trouver sa loi asymptotique, comme vous l'avez fait un peu comme dans le cours précédent. Et dans les cas où on va supposer que maintenant, il n'y a plus de... ce n'est plus identique. Donc, il faut pouvoir le calculer également. Parfait. OK, donc on va analyser un peu le bêta chapeau. Donc, ces calculs, bon, je sais que beaucoup savent le faire déjà. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais l'expliquer encore une fois.
Et vous pouvez écouter la vidéo encore une fois de plus pour pouvoir savoir comment ça se fait. Parce que dans le fond, c'est ça. C'est ça que vous allez le faire plusieurs fois, que ce soit dans les TP ou à l'examen. Alors, bêta chapeau, son expression initiale, c'était ça. OK. Donc, on va juste remplacer le Y par son expression encore qui est en haut. Pour pouvoir, dans quel but? Pour pouvoir avoir une relation entre bêta chapeau et bêta. OK. Je rappelle que bêta chapeau, c'est l'estimateur de bêta. Bêta est la vraie valeur non. Bêta, oui, c'est la vraie valeur qu'on ne connaît pas. Et bêta chapeau, c'est l'estimateur. Ce bêta, ce n'est jamais vu, ça n'a jamais existé, nul ne l'a vu, mais tous nous voyons bêta chapeau. C'est ça que ça se retrouve. Même les chiffres que vous voyez dans les ordinateurs, on estime les paramètres, c'est bêta chapeau. Le bêta lui-même, on ne le voit pas. Mais il faut qu'on arrive à prouver que, il y a un lien entre bêta chapeau et ce bêta. On arrive à prouver que bêta chapeau converge vers bêta, ou bien bêta chapeau égale bêta, ou peu importe, il faut qu'on arrive à trouver un lien entre bêta chapeau et bêta. C'est la raison pour laquelle on va remplacer donc le Y par cette expression pour faire apparaître bêta. Ça, c'est le premier objectif donc, de cette ligne. Cette ligne, son but, c'est de faire apparaître bêta. Okay? Donc, vous remplacez ça, le YT par cette expression. Une fois que vous l'avez remplacé, vous développez. Donc, ça fait xt prime bêta, ensuite xt fois epsilon t. Et vous distribuez la somme là-dessus. Donc, ça va faire la somme de xt prime bêta plus la somme de xt epsilon t. Parfait. Quand on a ça, on va multiplier maintenant tout ceci par tout ça. Bon, d'ailleurs, vous voyez que ça, ce n'est rien d'autre que l'inverse de celui-là. C'est ça le but, c'est de faire en sorte que les deux s'envolent pour qu'il reste seulement bêta. Et il va rester celui-ci multiplié par ça. OK? Donc, c'est ça qui est le deuxième membre ici. On le conserve tranquillement, on ne touche pas. Et on voit que celui-ci va disparaître parce que ça fait une identité. Cette identité fois bêta, donc il va rester bêta. Donc, finalement, on aura bêta chapeau égale bêta plus cette somme-là. Donc, en ramenant bêta de l'autre côté, on aura bêta chapeau mais bêta égale à ça. OK? Alors, on a bêta chapeau moins bêta égale à ça. Pour trouver donc la loi, bon, je vais aller étape par étape. On va aller étape par étape. Vous pouvez monter, s'il vous plaît? Oui. Vous voulez que je monte? Oui. C'est bon? Mais un peu plus encore. C'est bon. Ah, vous voulez copier? Sinon, la vidéo sera disponible. C'est bon? Je peux... Ouais, vous pouvez descendre. OK. Donc, ouais, donc là, vous avez juste distribué, dans le fond. Exactement. J'ai distribué donc cet élément sur chaque élément. Maintenant, il faut bien remarquer que celui-ci, ce n'est rien d'autre que l'inverse de celui-ci. C'est la raison pour laquelle eux, ils vont se tuer. Ils vont s'éliminer. Donc, ils vont devenir une identité. Donc, il va rester juste le bêta. Et bon, il a traîné encore. OK, les moins 1 puis 1, eux autres, ça donne 1 quand on les multiplie. Oui, parce que ça, c'est l'inverse que l'inverse de ça. Donc, lui-même multiplié par son inverse, ça fait 1. Ouais. Ça fait une identité. Ouais, parfait. OK. C'est parfait. Donc, tout le travail va se baser maintenant sur cette expression. D'abord, celle-ci, on va essayer de voir, OK, ça converge vers quoi?
Après, on va essayer de voir celui-ci converge vers quoi pour trouver la convergence donc, de celui-ci. C'est ça, en fait, le travail. Donc, on va utiliser les 3 théorèmes précédents, okay, ou bien les 3 principes précédents. Vraiment, c'est là que ça se passe. Utiliser vers quoi celui-ci converge et vers quoi celui-là aussi converge. C'est ça le but. Voilà. Donc, on va aller étape par étape. On va prendre chacune. OK. Donc, on a ceci. Bon, on va essayer d'avoir un sur T ici. OK. Pourquoi un sur T? À cause de la moyenne. Parce qu'on avait dit que la moyenne converge vers l'espérance. OK? Si vous vous rappelez bien, le théorème, la loi des grands nombres, ça, voilà. Donc, il faut un sur T ici. Donc, la moyenne, donc la somme de la variable converge vers son espérance. Donc, 1 sur T, la somme donc, de la variable converge vers l'espérance. Et nous, dans les hypothèses précédentes, vous allez voir quelque part, on avait mis quelque chose. Donc, on avait l'espérance de cette quantité-là, xt, xt'. On connaît son espérance. OK? Mais pour pouvoir approximer quelque chose à ça, il faudrait qu'on ait la moyenne alors. La moyenne de cette quantité. Pas seulement de xt, parce qu'on a l'espérance de xt, xt'. Donc, si on a la moyenne de xt, xt', on peut dire, OK, cette moyenne converge vers ce bonhomme qui est Q. Donc, c'est ça le but. Donc, c'est le but. Le but, c'est d'arriver à faire entrer un 1 sur T ici. Ben, si vous voulez faire entrer 1 sur T, vous pouvez, vous savez que T sur T, c'est 1, donc ça ne changera rien. Soit vous pouvez ignorer ceci et mettre T sur T à l'intérieur là, OK, et faire sortir un T. Donc, vu qu'il est exposant moins 1, s'il sort, il va devenir 1 sur T. C'est pour ça que vous allez voir, ici, il y a 1 sur T à l'intérieur, et puis, il y a 1 sur T encore ici. OK. J'espère que cette expression est claire pour tout le monde. Il n'y a aucun problème. Soit vous multipliez ceci 1 sur T, et puis ce T, vous le faites entrer. Si ce T entre, il va devenir 1 sur T, parce qu'il y a un exposant moins 1. Et puis, il va rester 1 sur T ici aussi qui va aller vers ce monsieur. Est-ce que vous pouvez monter un tout petit peu, s'il vous plaît? Ouais, comme ça. Oui, c'est l'expression précédente, c'est la même chose. OK? Donc, je veux que tout le monde soit d'accord avec ça. Ne pas vous inquiéter. Même si je n'ai pas porté mon masque, il y a la distanciation. OK. Alors, si ça c'est bon, on peut continuer. OK. Parfait. Alors, donc, comme je l'ai dit, le but étant de faire entrer un sur T, donc, avec cette expression. En considérant cette expression, bon, je ne vais pas développer en quoi, c'est quoi exactement et tout ça. Vous pouvez regarder après. Ça nous importe peu. On n'a pas besoin de l'éclater pour voir ce que c'est. Cette expression, on n'a pas besoin de l'éclater. Vous pouvez le faire à la maison pour bien comprendre. Parce que de toute façon, je vous ai expliqué que xt, c'est un vecteur ligne. OK. Mais ce qu'on sait, c'est que cette moyenne va converger vers l'espérance de ça. Ça, c'est le premier résultat. Donc, on peut dire, d'après la loi des grands nombres,
cette moyenne converge vers l'espérance de xt qui est Q. Donc, d'après la loi des grands nombres, ceci converge vers QXX. Et maintenant, celui-ci convergera vers quoi? Ça convergera vers quoi? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas peut-être... On pourrait aller peut-être tout droit au but, mais... Alors, ça converge vers quoi? Ici, on va juste utiliser la loi des grands nombres pour regarder la convergence donc, d'état chapeau. Donc, ceci, quand on utilise la loi des grands nombres, quelle est la conclusion qu'on peut en tirer? Ça converge vers l'espérance de xt, xt'. Ouais, donc ça va converger vers l'espérance de xt'. Et ça va converger vers l'espérance de xt yt, puis l'espérance de yt, c'est 0. C'est ça. Bon, allons-y, on va calculer plutôt celui-là parce que ça peut ne pas sauter à l'œil pour tout le monde. OK. Donc, elle avait dit, avant de revenir donc, à ce qu'elle a dit, je vais calculer d'abord cette espérance parce qu'elle ne nous a pas été donnée. Il y avait quelque chose qui nous avait été donné, c'était ça. C'était ça qui était donné. Il y a quelque chose qu'on appelle Wacom. Je ne sais pas qu'on ne peut pas aller à l'université, mesdames, les secrétaires ne sont pas là. J'aurais dû, avec ça, on écrit plus facilement. Mais là, avec la souris. Donc ça, c'est ce qui nous avait été donné. Parfait, on le sait. Maintenant, ce qu'on veut calculer, c'est ça. L'espérance du produit. Voilà. Donc, ce produit-là, ça donne quoi, en fait? Donc, il y a une règle, en fait, dont si vous vous rappelez bien, c'est la règle des espérances itérées. Donc, ces espérances itérées font en sorte que on peut faire ceci. Ça va faire l'espérance de l'espérance de epsilon x sachant x. Qui s'en souvient? Est-ce que tout le monde s'en souvient? Si oui, c'est parfait. Sinon, je vais encore vous demander de ne pas l'oublier. L'espérance de E fois X que vous avez mis? Il manque une barre à gauche, là. Non, ça c'est bon. C'est E fois X? Ouais. C'est ça la différence entre ça et ça. Parce qu'ici, on nous a donné donc dans les hypothèses qu'on avait déjà que l'espérance de epsilon sachant x égale à 0. Mais ce que nous devons calculer, c'est l'espérance de epsilon fois x qui est égale à l'espérance de l'epsilon x sachant x. OK. Donc, si c'est bon, je peux toujours... Oui. C'est bon. Ça, c'est un théorème hein, qui disait ça ou c'est quoi? Si, pourquoi quoi? C'est un théorème qui disait ça ou c'est juste une propriété mathématique? Je me souviens de la propriété, mais... Ouais, je ne sais plus, est-ce que je l'avais démontré? Espérance. Je ne sais pas, je pense que je l'avais démontré. Hein. Je pense que je vous l'avais démontré, mais il n'y a pas lieu encore de démontrer ça.
C'est juste la propriété des espérances itérées. OK? C'est un théorème qui dit ça. C'est-à-dire que si tu veux calculer l'espérance d'une variable, OK, voici en général ce que la propriété dit. Est-ce que je peux utiliser des couleurs? Bon. Si tu veux trouver donc l'espérance d'une variable y, d'une variable y comme ça, tu peux dire, OK, tu vas d'abord trouver l'espérance de ce y conditionnel à une certaine variable z, OK? Et ensuite, tu prends l'espérance maintenant. Bon. Tu sais, tu le fais dans la vraie vie sans le savoir. Hein. Bon. Je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer. Dans la vraie vie, Mais c'est correct si on peut le prendre comme un théorème, là, puis on l'applique. oui, c'est un théorème. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intuitif. Hein? C'est-à-dire que si tu cherches donc l'espérance d'une variable qui elle-même, en fait, dépend d'autres variables, OK? Donc, tu vas essayer de voir, OK, conditionnellement, donc à une observation donc de cette autre variable, comment est-ce qu'elle bouge. Et après avoir trouvé maintenant son espérance, tu vas reprendre l'espérance maintenant en compte. Parce que cette espérance, maintenant, elle va jouer maintenant sur Z. Donc, c'est quand même... Parce qu'on balaye d'abord sur Y, conditionnel à Z. Ensuite, tu prends l'espérance pour être sûr que tu n'es pas dans un simple cas de Z. Je ne sais pas quel exemple je peux utiliser. Est-ce que l'exemple de... Bon, voici, suppose qu'on est en train de faire des tests médicaux, un test médical, donc en biologie par exemple, où le résultat qu'on a observé dépend peut-être des éléments d'étude ou bien si on a utilisé beaucoup plus de certains constituants chimiques. Donc, suppose que les conditions sont notées Z. Okay? Et les résultats donc, de mon expérience est Y. OK. Donc, l'espérance que j'ai sur Y dépend donc des conditions. Donc, selon les conditions, j'ai une espérance donnée. OK? Selon les conditions. Donc, je change les conditions et puis je vois comment est-ce que les résultats bougent et j'ai toutes ces observations. Ensuite, je fais une moyenne sur tout ça. Donc, une espérance sur toutes les espérances que j'ai obtenues en faisant bouger le Z. C'est quelque chose qui est intuitif, mais bon, ça ne paraît pas peut-être très mathématique. Pourquoi est-ce qu'on va composer encore avec l'espérance? Mais retenez simplement comme ça. C'est le théorème des espérances itérées. Donc, l'espérance Y. Monsieur? Oui. En fait, je pense qu'on peut l'appliquer seulement à cause des hypothèses qu'on a apprises au début, non? Donc, que l'espérance, en fait, que epsilon et x sont indépendants et que l'espérance conditionnelle d'epsilon sachant x est égale à 0. Donc, on peut appliquer la loi d'espérance itérée, sortir le x et bon, tu reviens à 0. Donc, ce qui te permet de dire que l'estimateur est convergent à la fin. Non. Non? Non. Parce que si vous appliquez la loi des espérances itérées, vous êtes en train de dire que on regarde l'espérance de xt, l'espérance de xt epsilon t, ce qui est égal à l'espérance de xt epsilon t sachant xt. Ouais. Mais comme on sait que xt et epsilon t sont indépendants, on peut sortir x de la formule qui revient à dire l'espérance de x, espérance de epsilon sachant x qui est égal à 0. Donc, on peut dire que l'espérance de tout ça est égale à 0. Oui, ça, c'est le calcul en fait que je vais faire. OK? Mais ton point, c'est que cette formule, je peux l'utiliser parce que c'est indépendant. Non, ce n'est pas parce que c'est indépendant que je peux l'utiliser. Je peux toujours l'utiliser, quelle qu'en soit la situation.
on peut toujours utiliser cette formule-là. Et comment tu peux sortir X de la formule si tu peux pas, s'ils ne sont pas indépendants? Ah, ok. Ici, c'est parce que si tu sais déjà X, tu peux le faire sortir. C'est comme, tu es en train de dire, ok, je cherche l'espérance de quelque chose, sachant que je connais déjà ça. Ça va toujours lui donner ça. Ça dit, comment pour quelque chose que tu sais déjà, ce n'est plus une variable aléatoire. Voilà. Mais c'est plus simple. Ok. Voilà. C'est ça, c'est mieux Ouais. comme ça. Donc, quand on le sait déjà, quand on met sachant, c'est qu'on le sait déjà. Donc, ce n'est plus une variable aléatoire. Donc, il peut sortir pour venir ici. OK. Donc, je vais poursuivre. Ah, ok. Non, je comprends. Donc, je vais poursuivre le calcul. Je vais enlever ceci. Ça, je pense que si c'est pas... Non, je me retourne toujours. Alexandre, voilà. Je pense que je peux effacer ça maintenant. OK. OK. Donc, non. OK. Oh, mais dis donc. Bon, ce qui est sûr, je ne sais plus où je l'avais trouvé, mais ce qui est sûr, voilà, ce que j'expliquais, c'est que avec le fait qu'on connaît maintenant X, on peut le faire sortir ici. Il peut sortir de cette espérance-là, il va venir là. Donc, je vais essayer de trouver. OK. Voilà. Parfait. Donc, on aura quelque chose de ce genre où le X va sortir premièrement là et il va rester espérance de epsilon sachant X. Voilà. Et maintenant, on aura donc à dire que ça fait 0. C'est celui-là qui fait 0. Mais donc 0 fois x, ça va faire 0. Donc on n'a plus besoin à se soucier de ce x. Sinon, le x ne peut pas sortir jusqu'ici. Donc on aura finalement 0. Parfait. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde ce calcul? Ouais, c'est bon. Parfait. Donc revenons sur le document. Donc, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se racontent ici. Je n'ai pas envie que vous vous mettez là-dedans. Donc, je vais vous amener là où je veux avant de vous faire voir tout ça pour que vous prêtez attention seulement à ce qui est vraiment important. Bon, donc, comme ce qu'elle a dit, c'est que ceci, ça va converger vers l'espérance de xt' qui est Q. Et ceci va converger vers l'espérance de xt epsilon t. Or, l'espérance de xt epsilon t, c'est ce qu'on vient de calculer. Attention, ne vous précipitez pas à dire que ça fait 0. On a démontré que ça fait 0 parce que ce n'est pas ce qui nous a été donné. Ce qui a été donné dans les hypothèses, c'est espérance de epsilon t sachant xt et non l'espérance de epsilon t fois xt. Donc, il faut que vous montriez que l'espérance de epsilon t fois xt égale à 0 en vous basant donc sur ça, en partant donc sur la base des espérances itérées. Parfait. Donc, une fois qu'on a ça, ben, ça va faire 0 fois ceci. Sur quelle base? Sur la base donc de Slotsky. Parce que vous avez montré que ceci converge vers espérance. Donc, vous allez utiliser Slotsky pour dire que son inverse aussi va converger vers l'inverse de l'espérance. Et vous avez montré que ceci converge vers 0. Donc, le produit des deux va converger vers 0 fois ceci. Donc, toujours sur Slotsky, parce que Slotsky dit que
Si l'un converge vers l'autre, l'autre converge vers... Non. Si l'un converge vers une limite et que l'autre converge vers aussi une limite, alors le produit va converger vers donc, le produit des deux limites. C'est ça l'intérêt vraiment de Slotsky. Donc, vous allez voir que ça donne 0. Donc, déjà, je l'ai dit. Et c'est ce qui va se dérouler un peu dans la suite. Donc, ne prêtez pas attention à ceci. Ceci, bon, c'est encore pour vous expliciter en quoi cette somme-là renvoie. C'est une matrice, OK? Et celle-là, ce deuxième-là, ce deuxième élément, celui-ci, c'est un vecteur, OK? Donc, là, Ouais. juste avec itérer, on a réussi à sortir, ben, comme trouver un des. On va trouver espérance de E sachant X. Puis ça, Ouais. dans notre hypothèse, c'est égal à 0, donc tout est égal à 0, c'est ça? C'est ça. OK, good. OK. Donc, on nous prépare déjà comme à utiliser Slotsky. OK? Donc, si vous avez des variables qui sont identiques sur une loi identiquement distribuée, alors si vous multipliez les deux, eux aussi, ils vont sur une loi indépendante identiquement distribuée. OK? Parce que d'abord, pour qu'on puisse utiliser, on puisse montrer que cette somme converge vers l'espérance de ça, c'est quelque part sur la base que cette variable-là est indépendante identiquement distribuée. On sait que xt est indépendant identiquement distribué, mais est-ce que xt fois xt' est indépendante identiquement distribuée? Oui, parce que bon, si chacun est indépendant identiquement distribué, bon, le produit aussi sera indépendant et identiquement distribué. Donc, et puis, là, maintenant, on va tomber sur ce qu'on voulait, c'est d'utiliser ce principe-là, donc qui est la loi des grands nombres. Ça, ok. Donc, je le défile quand même pour que ça y est, ça soit là dans la vidéo pour vous. Mais on a déjà expliqué. Mais bon, vu que les paroles s'envolent, il faut que vous voyez le visuel, c'est ça. Donc, cette somme converge vers l'espérance. Et maintenant aussi, on va utiliser maintenant Slotsky pour lui appliquer moins 1. Donc, le moins 1 va converger vers donc, ceci moins 1. Donc, c'est bon de dire, OK, c'est parfait. Et le deuxième élément, c'est pour donc, cette somme-là. Donc, on sait que cette somme converge vers donc, l'espérance de xt epsilon t. Maintenant, il faut calculer cette espérance. Donc, voilà, donc, il a utilisé les espérances itérées. Donc, voilà, ceci donne 0 fois ça. Et vous allez voir que dans tout le cours, ça va tourner un peu autour de ce genre de calcul. Que ce soit donc ici des simples, après, que ce soit donc pour trouver les matrices de variance, covariance, ça sera encore pareil. Que ce soit pour trouver la loi asymptotique de bêta chapeau, ça sera pareil. Que ce soit pour trouver la convergence de bêta chapeau, ça sera pareil. Donc, il faut juste maîtriser ce type de calcul-là parce que ça sera presque la même chose. Okay? Et c'est la raison essentielle pour laquelle on n'aura pas assez de labo parce que vous allez voir ça dans un cas et puis bon, il va vous présenter un autre cas, vous allez tourner encore un peu. OK? Donc, il faut juste savoir faire ces genres de calculs-là. Donc, comme je l'ai dit précédemment, vous allez voir que ceci converge vers 0, ceci converge vers Q xx moins 1. Et là, il faut faire attention aussi. Il ne faut pas dire, OK, on va multiplier les deux rapidement. C'est Slotsky qui nous permet encore ça. Pour multiplier ce 0 fois ce qx moins 1, c'est pas Slotsky. Ah, voilà. On a dit pas le Slotsky. On va dire aussi que ça converge maintenant vers 0. OK. Donc, bêta chapeau converge vers bêta. OK. En probabilité. Donc, le résultat sur la convergence de bêta chapeau, c'est ça. On a utilisé la loi des grands nombres et Slotsky. OK. Parce que, OK, je ne vous ai pas dit d'avance quelle est la différence entre la loi des grands nombres et le théorème central limite. La loi des grands nombres, nous donne donc la convergence. OK. C'est la convergence
en probabilité, donc d'une variable aléatoire vers quelque chose. Mais le théorème central limite nous donne la convergence en loi, c'est-à-dire que la loi que suit une variable aléatoire quand le nombre d'observations augmente. Donc, on parle de la convergence en loi ou bien de distribution. Okay? Donc, c'est la distribution de cette variable qui converge vers cette distribution. Alors qu'ici, c'est cette variable elle-même qui converge vers une autre variable, ou bien un réel, ou bien une matrice. Okay? C'est la différence entre les deux. Donc, quand on parle de convergence, on n'est pas en train de parler de la loi que suit en fait la variable. Donc, vous ne pouvez pas utiliser le théorème central limite. Mais quand on parle de la convergence en loi, ou bien quand on parle de la loi asymptotique, ben là, nécessairement, on veut trouver la loi que suit la variable, donc à partir d'un moment donné, ou bien quand le nombre d'observations augmente. Donc, nécessairement, c'est le théorème central limite qui va intervenir. Bien sûr, en l'utilisant, ben, on va peut-être faire appel aussi au théorème de Slotsky. Okay? Donc, revenons. Alors, ouais, ça. Voilà. Donc, on a ça. Donc, on a vraiment la convergence donc de bêta chapeau vers bêta. Ok. Maintenant, pour ce qui concerne la loi asymptotique. La loi asymptotique, donc, il faut d'abord arriver à trouver la loi de bêta chapeau. Et pour trouver la loi de bêta chapeau, vous allez comprendre, on va partir encore sur cette base-là, mais vous étiez d'accord avec moi que dans le théorème central limite, bon, bien sûr, on va utiliser le théorème central limite, mais dans le théorème central limite original, c'était 1 sur racine de t qui était présent. Je vais remonter encore, vous allez voir. Dans le départ. Donc, vous voyez ici, c'est 1 sur racine de t. Ok? 1 sur racine de t, la somme donc de la variable moins la moyenne donc de la variable. Bon, l'espérance. Mais si l'espérance est nulle, bon, on peut juste s'arrêter là. Donc, on aura la 1 sur racine de t, la somme donc de la variable converge vers la non normale. Donc, il faut racine de t avant de pouvoir conclure que telle chose. Dans tous les cas, il faut faire apparaître 1 sur racine de t à côté donc de la somme. Donc, c'est ça en fait le premier objectif qu'on va poursuivre ici. On va poursuivre l'objectif de faire apparaître racine de t. Donc, on a donc notre bêta chapeau, moins bêta égale à ça. Pour faire apparaître 1 sur racine de t, il faut multiplier tout ceci par racine de t. Okay? Si vous multipliez par racine de t sur t, il va rester 1 sur racine de t en bas. Ou bien vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez dire que t, ça fait racine de t fois racine de t. Donc, vous mettez 1 sur racine de t à part et puis vous gardez le 1 sur racine de t avec tout ça. Faites comme bon vous semble. L'essentiel, c'est que faites ce qui est correct, ce qui est faisable. Donc, en fin de compte, vous aurez quelque chose comme ça. Que vous ayez multiplié par racine de t ou que vous ayez isolé 1 sur racine de t quelque part, bon, il va finir par se retrouver quelque part ici. Alors, quand on a ça, on peut utiliser le théorème central limite pour ce bonhomme. Parce que xt epsilon t est indépendant identiquement distribué. Et parce que son espérance est nulle. On a calculé l'espérance de ceci, on a vu qu'elle est nulle. Donc, c'est vraiment dans le cas où mu est égal à 0. Donc, si mu est égal à 0, ceci va converger en loi vers la loi normale de moyenne nulle et de variance, la variance de ça. Ok? Donc, on va y aller. Donc, par théorème central limite, on a donc 1 sur racine de t, somme de xt epsilon t, qui converge vers la loi normale 0 et matrice de variance covariance de xt epsilon t. Ok?
Donc, on va essayer de calculer maintenant la variance ou bien la matrice de covariance-variance de IST epsilon t. C'est quoi la matrice de variance-covariance? On sait que matrice de variance-covariance, ça fait l'espérance de la variable moins son espérance multiplié par la même chose prime. Ok, je vais le mettre sur l'autre côté. Donc, je vais mettre variance simplement. Variance de grand X, ça fait espérance. C'est juste pour rafraîchir la mémoire, hein, parce que je sais que vous avez passé 6 mois de Covid à la maison, peut-être que vous n'avez pas eu à toucher ce genre de choses. Donc, on fait X moins l'espérance de X, ok, qu'on va multiplier. Si c'était des réels, on allait juste mettre au carré. Mais là, ce ne sont pas des réels, donc on va faire X moins l'espérance de X. Ok. Prime. Ben, je vais faire mon crochet. Je ne veux pas. Voilà. Donc, c'est ça la définition donc, de la matrice de variance-covariance. Donc, c'est cette définition-là qu'on va utiliser donc, pour trouver la matrice de variance-covariance de... non, c'est pas virgule. Hein. C'est xt fois epsilon t. Ok. Donc, ça va faire... Donc, notre variable, c'est xt epsilon t. Donc, ça fait l'espérance de xt epsilon t moins l'espérance de xt epsilon t. Facteur de xt epsilon t moins l'espérance de xt epsilon t. Bon, bien sûr, on sait que l'espérance est nulle. Donc, ça va partir. Donc, il va rester juste xt epsilon t fois xt epsilon t, le tout prime. Et bien entendu, on sait que ben, quand on prend le prime, ça va faire le prime fois xt prime. Donc, ça va faire epsilon t carré quelque part. OK? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous savez comment j'ai procédé, hein? Donc, les epsilon t vont se multiplier. Bon, bien sûr, epsilon t, c'est un réel. Mais xt, c'est un vecteur ligne. OK? Donc, epsilon t prime, ça fait epsilon t carré. Parce que ce sont des réels. Donc, ils peuvent sortir de là pour se mettre à côté. Et donc, xt fois xt prime. Alors, on va utiliser quelque chose de formidable ici. C'est parce que xt et ce bonhomme-là sont indépendants. Dans ce cas seulement. Bon, bien entendu, on pouvait l'utiliser en haut aussi. C'est-à-dire quand vous avez deux variables qui sont indépendantes, l'espérance du produit, ça fait le produit des espérances. Que vous le savez, voilà, c'est ça, par hypothèse que xt et yt sont indépendantes. Voilà, donc quand vous avez l'espérance du produit, ça fait le produit des espérances. Je ne sais pas si ça vous... Parce que si ce n'est pas indépendant, la covariance va intervenir. Mais quand c'est indépendant, l'espérance du produit, ça fait le produit des espérances. C'est-à-dire on peut distribuer l'espérance facilement. Parce qu'on sait que, puis bon, ça c'est encore un autre élément encore plus fort, c'est que non seulement l'espérance du produit sera le produit des espérances, mais c'est que quand vous faites l'espérance de toute fonction de loin, ça va faire donc, vous pouvez distribuer les espérances là-dessus comme on l'a fait ici, quoi. Bon, je sais que vous n'avez pas de problème avec ça, dans le département de mathématiques. Donc, on peut distribuer, on peut faire sortir, on peut scinder les deux, ok? Et ici, c'est le sigma carré, parce que epsilon t, espérance de epsilon t carré, c'est la variance de epsilon t. On fait sigma carré, et ça, c'est le qx qu'on connaissait. Est-ce qu'il y a des questions?
Bon, pour ceux qui se posent la question, si on va prendre une pause, en fait, on va terminer dans 10 minutes, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Est-ce que vous pouvez nous envoyer le PDF, s'il vous plaît, comme ça, on pourrait l'imprimer avant, puis suivre pendant, rajouter des notes? Ouais, bon, c'est parce que vous l'avez déjà. Mais On l'a déjà? pour ceux qui ont suivi le cours avec Douglas, oui, c'est juste son cours que j'ai scanné. Ouais, mais ça fait quand même un bout, là. Mais... Ok, bon, je peux vous l'envoyer hein, sans problème. Hein. Et puis, la vidéo sera disponible en ligne, hein, YouTube. Je vais vous l'envoyer aussi. Ok. Donc, est-ce que c'est bon, hein? C'est bon cette partie? Calcul la covariance. Maintenant, une fois qu'on a ça, c'est que cette partie est résolue. Donc là, cette partie, elle est résolue. On a vu qu'elle converge vers une loi normale, 0, covariance. Et sa covariance, on a calculé, c'est sigma carré QXX. Voilà, donc on va s'attaquer maintenant à cette partie. OK. La deuxième partie, attendez, cette partie, bon, là il n'a pas fait en bas, mais on peut le faire directement ici. On le connaît déjà. On sait qu'il converge en probabilité, cette partie, vers QXX, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est la moyenne. Donc, ça converge vers l'espérance de xt qui est qxx. Donc, en prenant le moins 1, il va converger encore vers qx moins 1, donc d'après Slotsky. Et maintenant, d'après Slotsky encore, on peut multiplier cette quantité par la loi de celui-là. Donc, racine de t, bêta chapeau moins bêta, va converger vers qxx moins 1 fois la loi normale 0. Vous voyez ça? Donc, par Slotsky, on aura ça, ça va converger vers qx moins 1 fois la loi normale 0, sigma carré qxx, ça étant la variance qu'on venait de calculer. Et maintenant, qx moins 1, ben, s'il va rentrer, c'est qu'il va rester à gauche et puis son prime va rester à droite. Et vu que c'est quelque chose qui est symétrique, son prime est égal à lui-même. Ok? C'est ça. Notez que qxx égale à qxx prime. Okay. Pourquoi qx égale à qx prime? C'est parce que c'est la même variable en fait. X. Si c'était qxy, ce n'est pas nécessairement qyx. Okay? Mais qxx que vous le transposez ou pas, ça tombera toujours sur elle-même. Je ne sais pas comment je vais monter pour vous montrer un peu ça. Voilà. Vous voyez ça? L'élément qui est ici, c'est la même chose qui est là. Ok. L'élément qui est ici, c'est la même chose qui est là. Parce qu'il y a une sorte de symétrie. Si vous voyez bien. Is de t fois is 1t. Is 1t fois is de t. Is kt fois is 1t. Is 1t fois is kt. Donc, il y a une symétrie en fait dans cette matrice. Donc, vous allez voir que sa matrice de valence-covariance aussi, son QXX, donc aussi est symétrique. J'espère que vous avez bien compris cette partie parce que quand on fait entrer donc cette matrice, il va rester à gauche et son prime va rester à droite. Mais ce qui est sûr, c'est que son prime est égal à lui-même. Donc, finalement, on va avoir quelque chose de ce genre. Et ça vont se tuer. Ça fait une identité. Donc, il va rester sigma carré x moins 1. C'est ça. Et donc, racine de t, bêta chapeau moins bêta, converge vers une loi normale. On vient de prouver que racine bêta chapeau va suivre une loi normale. OK? Bêta chapeau va suivre une loi normale. On a montré que bêta chapeau va converger vers bêta. On montre que bêta chapeau va suivre une loi normale. Bon, de moyenne bêta aussi. Mais de variance qui est donnée sigma carré que x moins 1 près.
Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vois Thierry qui lève la main. Vas-y, Thierry. Ok, merci, Ditor. Si je vais vraiment sur la dernière expression, racine carrée de t multiplié par bêta chapeau moins bêta, converge en loi vers... alors, si le qxx moins 1 là était une variable qui convergeait vers une loi, on devait avoir le produit de deux lois. Et comment est-ce qu'on devait traiter ça? Supposons par exemple qu'on devait avoir, comme là on a vraiment deux blocs, on a une loi normale de variance, je vais dire d'espérance nulle, variance sigma carré QXX. Ouais. Et supposons par exemple que le QXX inverse là, c'était en fait carrément une loi, quoi. Carrément une loi, oui, on devait faire, ouais. Ouais, ça fait des questions assez solides, mais bon, vous n'aurez pas ça. Ça vous arrivera pas. D'accord. Ça vous arrivera pas, mais ça se fait. En mathématiques, ça se fait. Où on essaie de trouver X sur une loi normale, Y sur une loi normale, le produit Exactement. de X et Y va sur quelle loi? Exactement, c'est ça ma question. La somme. Ouais. C'est Ok. pas du tout facile. C'est-à-dire, Ok. ne serait-ce que même la somme X plus Y, est-ce que ça va sur une loi normale, tout ça? Ok. Ça se fait. D'accord. Dans le département de statistique, probabilité. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Ça n'arrivera pas non plus d'ailleurs. Merci bien. Merci. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez redonner la formule de la variance que vous avez mis à la main que j'ai vraiment pas été capable de suivre? J'ai perdu le fil. Je comprends. C'est pas centré. Ça, c'est une formule. Ça sort d'où, ça? Ça, c'est. Je sais pas où je l'ai piqué, mais c'est. Ben, je, je commence comme Attends, je vais écrire ce qui concerne les plus petites voix. Si on prend x qui est une simple variable réelle, ok, tu as une idée de la variance? Comment est-ce qu'on calcule la variance? Peut-être ça, c'est parce que c'est une matrice ou bien des vecteurs. Mais quand c'est une petite variable, souvent, on fait l'espérance de x carré. C'est ça, non? Non, ou bien l'espérance de x moins l'espérance de x. Voilà, comme ça. Et puis au carré. Je ne sais pas si ça te souvient. Je ne sais pas où est-ce que je... En fait, j'ai du mal à... Est-ce que c'est... Je pense que... Non, c'est une définition. Hein. C'est la définition de la variance. Ouais, c'est une définition. C'est pas un résultat, c'est une définition. C'est juste que c'est des matrices et ça devrait être cave, mais c'est la même chose, non? Ouais, oui, c'est la même chose. Bon, donc finalement, je l'ai pris nulle part. C'est la définition qui est ça. Voilà. C'est comme ça qu'on définit la variance. Ouais, c'est la définition. Bon, c'est vrai que ça vient de... bon, non, laisse tomber. Ça vient de la définition de la covariance. Donc, la covariance devient une variance quand c'est la même variable. Ok. Voilà. Je sais pourquoi est-ce que j'avais du mal à dire que c'est la définition. Donc, ça vient de la définition donc, de la dépendance qui existe en fait entre deux variables. Et cette dépendance, on la met comme ça, x moins espérance de x multiplié par y moins espérance de y. Mais vu que ici, c'est la même variable x, donc ça fait la matrice de variance covariance de x seul, il n'y a pas une autre variable. Donc on va mettre x partout. Okay? Donc ça c'est une déduction donc, de la définition de la covariance. Mais on peut considérer ça aussi comme une définition. Ça sonne de nulle part. C'est comme ça que ça se définit. OK?
C'est comme ça que ça s'est défini. Il faut mémoriser ça encore pour 3 mois, 4 mois. Ouais, 3 mois. Puis après, bon, on peut oublier sans problème. Si tu veux, tu tapes dans Google et puis bon, il te donne ça. C'est bon, Alexandre? Est-ce que vous pouvez revenir à l'autre écran, s'il vous plaît? Donc, où la variance entre en jeu ici? La variance, normalement, ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, d'après le théorème central limite, il fallait que 1 sur racine de t, donc cette somme en loi converge vers une loi normale 0, donc matrice de variance-covariance de cette variable. Pourquoi on a pris cette variable-là en particulier? D'après le théorème central limite, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait zt ici, d'après le théorème, et puis ici, ça converge vers sigma. Sigma étant la variance de zt. D'après le théorème. C'est-à-dire quand on retourne dans le théorème, ok, je vais aller plus vite. Donc là, on suppose que zt est identiquement issu d'une loi donc, de moyenne mu de variance sigma. Ok. Alors, si donc l'expérience de zt est égale à 0, donc on va voir que 1 sur racine de t, somme des zt, va suivre une loi normale 0 sigma. Donc ce sigma, ce n'est rien d'autre que la variance de zt, ou bien variance covariance de zt. Donc si tu identifies ton zt comme étant xt fois epsilon t, donc quelque part ton sigma ici doit être la matrice de variance covariance de xt epsilon t. C'est la raison pour laquelle nous sommes lancés donc dans le calcul donc de la variance covariance de xt epsilon t. Donc, zt est égal à xt epsilon t? C'est ça. Pour appliquer le théorème, z est égal à xt epsilon t. Puis pourquoi on a covariance au lieu de variance dans la normale? Bon, c'est la même chose. Hein. C'est juste que, okay. C'est juste que bon, les covariances pour dire que bon, c'est des vecteurs quoi. Mais bon, on appelle variance-covariance. Okay. Mais bon, je te conseille de noter cov. Okay. Puis, comment on est arrivé à premier élément xt epsilon t moins espérance de xt epsilon t? C'est ça la formule que je t'ai montré tantôt. C'est la définition même de la variance ou bien de la covariance. Ça, c'est mon grand X. Ah, parce qu'on remplace X par xt epsilon t. Okay. Oui, bien ZT. OK. Parce qu'il faut garder à l'esprit que c'est xt fois epsilon t qui fait notre élément ici. Ce n'est pas ce petit xt qui nous intéresse, mais c'est xt fois epsilon t qui est grand xt ou bien qui est zt. Fait que là, comment on arrive à simplifier ensuite à la deuxième ligne, en bas, tout en bas? Ici? Ben, xt, le deuxième, là. En haut, plus haut, un peu plus haut. Ici à ici? En haut? Ici à ici? Ouais. Oui, parce qu'on avait déjà calculé ça égal à 0. C'est ça ce qui est écrit en haut là. Ah oui, OK. Ouais. OK. Puis là, on fait juste distribuer. Pas vraiment. Bon, on met les primes là-dessus. Ouais. Et puis, les epsilon t vont se multiplier, et puis les xt prime. Et puis, parce que xt et epsilon sont indépendants, donc celui-là n'a rien à faire avec celui-là. On peut les casser. On peut mettre les expériences là-dessus. Bon, j'essaie, pour ceux qui se posent la question, j'essaie, il y a des gens qui se disent, OK, donc en haut, on pouvait aussi faire pareil. Oui, je réponds, oui, on pouvait le faire. C'était où déjà là? Quelque part où on avait calculé l'espérance itérée. Voilà, ici. Donc, on pouvait le casser. Donc, l'espérance de xt fois epsilon t. On peut le faire parce que nous ont dit que c'est indépendant. OK? Mais
Si vous prenez l'habitude d'utiliser l'espérance itérée, vous n'aurez aucun problème parce que il y a un jour qu'on ne vous dira pas c'était où les hypothèses. Voilà. C'est quand je disais que ça, on peut ne pas vous mettre cette hypothèse-là. Si on ne met pas ça, c'est que vous ne pouvez pas casser en deux comme ça. Vous êtes obligé de passer par les espérances itérées et d'utiliser ceci. Mais si on dit que epsilon t et xt sont indépendantes, bon, c'est super. Vous pouvez, gloire à Dieu, vous pouvez casser. C'est où qu'on casse, là, si on peut voir exactement? C'est ça, j'arrive. Ici. C'est-à-dire que ici, tu vois, c'est epsilon, espérance de epsilon t carré fois xt, xt prime. Ben, quand je dis casser, c'est que tu sépares les deux et tu leur donnes chacun son espérance. Parce que Ça, c'est les espérances itérées qui font ça? non, ici, ce n'est pas l'espérance itérée, parce qu'ils sont indépendants. Donc, tu peux le faire. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai. Et je disais qu'en haut, même au niveau donc, des espérances itérées, on pouvait les distribuer. Parce que dans ce cas spécifique, dans les hypothèses, il a été dit que epsilon t est indépendant de xt. Mais si c'était donc la seule condition qu'on avait donnée, qui était que espérance de epsilon t sachant xt égale à 0, on ne peut pas se permettre donc de le casser, excusez-moi l'expression. On ne peut pas se permettre de distribuer l'espérance sur chaque élément. Il fallait passer par l'espérance itérée. Donc, l'espérance itérée, c'est comme une garantie en tout cas. Peu importe le cas dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez toujours l'utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas compris la partie en haut que vous venez d'expliquer, là. J'ai compris en bas parce qu'ils sont indépendants, on peut les casser. En haut, j'ai pas compris l'affaire de distribution, là, que vous venez d'expliquer. Non, pas si haut, là. Pas si haut. OK. Ici? Oui, ce que vous venez de dire, ouais. J'ai pas compris l'affaire. Ici? Ouais, j'imagine. Non, enfin, ici, je vais juste dire qu'on met juste les primes là-dessus. Et donc, on aura xt prime et epsilon t prime. Donc, epsilon t prime étant un réel, on peut les faire sortir pour les mettre à gauche totalement. Et epsilon t fois epsilon t prime, ça fait epsilon t carré. Et puis, xt va multiplier xt prime. C'est juste ça. OK. Donc, c'est quoi qu'on vient de démontrer en somme aujourd'hui? Donc, pour récapituler, on vient de démontrer que bêta chapeau converge vers bêta en utilisant le théorème de Slotsky combiné avec la loi des grands nombres. Et deuxièmement, on a montré que la loi asymptotique de bêta chapeau, ou alors on a montré que bêta chapeau converge en loi vers une loi normale en utilisant le théorème central limite, en utilisant la loi des grands nombres et en utilisant le théorème de Slotsky. Donc, c'était le but. Trouver la loi asymptotique de bêta chapeau et montrer que bêta chapeau converge vers bêta. Mais pour pouvoir arriver à nos deux objectifs, nous nous sommes inspirés ou alors nous avons présenté premièrement la loi des grands nombres, le théorème de Slotsky et le théorème central limite qui sont les piliers donc, de l'étude asymptotique. Ça veut dire quoi asymptotique déjà? Asymptotique, c'est pour dire en infini quelque part ou alors quand ça devient grand. Asymptotique, voilà, ça devient, on tend vers l'infini. Okay. Mais la notion d'infini, elle est relative, bien sûr. C'est pour ça que je dis que quelque part, 30, on peut considérer aussi comme infini. Parfois, 50, ça dépend. Est-ce que vous pouvez nous avoir ce PowerPoint? Oui, c'est juste un PDF, un truc que j'ai scanné. Je vais vous l'envoyer. Okay. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, donc on s'est dit rendez-vous la semaine prochaine. Je vais essayer de présenter la semaine prochaine aussi sur
Une question? Oui. Comment se constitueront les groupes de TP? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes à Montréal, donc ça pourrait être faisable. Euh, Normalement, en tout cas, moi, je vous conseille de former des groupes de 3 ou 4, c'est plus simple. Maintenant, il faut que ça soit par... vous ne vous connaissez pas. Hein. Ça, on ne se connaît pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais vous laisser la parole. Qu'est-ce que vous en pensez?